Chapitre 13. La puissante magie venue de la nuit des temps. Maintenant, nous devons retourner voir Edmund. La sorcière l'avait forcé à marcher, pendant des heures et des heures, si loin et si longtemps que jamais il n'aurait imaginé que quelqu'un puisse effectuer une pareille marche. Et, finalement, ils avaient fait halte dans une vallée obscure, assombrie encore par des pins et des sapins et des ifs. Edmund, alors, s'écroula carrément et resta couché, à plat ventre par terre, sans bouger, sans même se soucier de ce qui lui arriverait par la suite, ne souhaitant qu'une chose, qu'on lui permette de rester allongé sur le sol. Il était beaucoup trop fatigué pour remarquer à quel point il avait faim et soif. La sorcière et le nain parlaient à voix basse à côté de lui. « Non, dit le nain, ça ne sert à rien maintenant, aux reines. Ils doivent avoir atteint la table de pierre à l'heure qu'il est. » « Le loup flairera peut-être notre piste. Il viendra nous apporter des nouvelles, supposa la sorcière. »« Dans ce cas, ce ne seront pas de bonnes nouvelles, affirma le nain. »« 4 trônes à Kerparavel, cita la sorcière. Mais que se passera-t-il si seulement 3 sont occupés? Cela n'accomplira pas la prophétie. »« Qu'est-ce que cela change, puisqu'il est ici? » observa le nain. Il prenait, à présent, bien garde de ne pas mentionner le nom d'Aslan devant sa maîtresse. Il ne restera peut-être pas très longtemps. Et après, nous surprendrons les 3 autres. Ce serait tout de même préférable de garder celui-là, suggéra le nain, en donnant un coup de pied à Edmund. Il nous servira de monnaie d'échange pour négocier. Bravo, pour qu'il soit délivré, ricana la sorcière avec mépris. Alors, dit le nain, il vaudrait mieux faire ce que nous avons à faire tout de suite. J'aurais préféré le faire sur la table de pierre, objecta la sorcière. C'est l'endroit approprié. C'est là que cela a toujours été fait avant. Il faudra attendre longtemps avant que la table de pierre retrouve sa destination première, déclara le nain. C'est vrai, admit la sorcière, qui ajouta. Bon, je vais commencer. À cet instant, un loup accourut vers eux, en bondissant et en grondant. « Je les ai vus! Ils sont tout près de la table de pierre avec lui! Ils ont tué mon capitaine, Maugrim! J'étais caché dans les fourrés, j'ai tout vu! C'est le fils d'Adam qui l'a tué! Fuyez! Fuyez! » Non! S'écria la sorcière. « Ce n'est pas la peine de fuir! Dépêche-toi! Demande à tous nos gens de se rassembler ici le plus rapidement possible! Convoque les géants, les loups-garous et les esprits des arbres qui sont de notre côté! Appelle les vampires, les revenants, les ogres, les minotaures! Fais finir les scrofuleux, les vieilles carabosses, les spectres et les peuples des champignons vénéneux. Nous allons nous battre. Et quoi? N'ai-je pas encore ma baguette? Ne vont-ils pas se changer en pierre dès qu'ils avanceront? Allez, file! J'ai une petite chose à terminer ici, pendant que tu seras parti. La grande brute inclina la tête, fit demi-tour et disparut au galop. Voyons, dit-elle, nous n'avons pas de table. Laisse-moi réfléchir un peu. Nous ferions mieux de l'appuyer contre le tronc d'un arbre. Edmund se retrouva mis de force sur ses pieds. Puis le nain l'adossa à un arbre et l'y attacha solidement. Edmund vit la sorcière enlever sa cape. Ses bras en dessous étaient nus et d'une blancheur terrifiante. Il les voyait parce qu'ils étaient si blancs, mais il ne distinguait rien d'autre, car il faisait trop sombre dans cette vallée, sous les arbres noirs. « Prépare la victime !» ordonna la sorcière. Le nain défit le col d'Edmund, plia la chemise, de façon à dégager son cou. Ensuite, il le saisit par les cheveux et lui tira la tête en arrière, si fort qu'il dut lever le menton. Puis Edmund entendit un bruit étrange. Whish, whish, whish. D'abord, il ne sut pas ce que c'était. Puis il comprit. C'était le bruit d'un couteau qu'on aiguise. Au même instant, il entendit jaillir de grands cris de tous les côtés à la fois. Des martèlements de sabots, des battements d'ailes, un hurlement de la sorcière.
Bref, une confusion extrême autour de lui. Puis il se rendit compte qu'on détachait ses liens. Des bras puissants l'entouraient. Il entendit de grosses voix amicales prononcer des paroles telles que « Faut l'étendre! Donnons-lui du vin! Bois ceci, calme-toi, tu iras dans une minute! » Il entendit ensuite d'autres voix qui ne s'adressaient plus à lui, mais qui parlaient entre elles, et qui disaient ceci. « Qui a attrapé la sorcière? Je pensais que c'était toi. Je l'ai perdu de vue après avoir fait sauter d'un coup de poing le couteau qu'elle tenait à la main. Et moi je poursuivais le nain. Mais tu veux dire qu'elle s'est enfuie? On peut pas s'occuper de tout à la fois, hein? Qu'est-ce que c'est que cela? Oh, excuse-moi, ce n'est qu'une vieille souche. » Mais juste à cet endroit de la conversation, Edmund s'évanouit complètement. Alors, centaure, licorne, cerf et oiseau, c'était, vous l'avez bien entendu deviner, l'équipe de secours envoyée par Aslan au chapitre précédent. Ils se mirent en route pour retourner à la table de pierre, emportant Edmund avec eux. Mais s'ils avaient pu voir ce qui allait se passer dans cette vallée après leur départ, je pense qu'ils auraient été surpris. Tout était parfaitement calme, et la lune brillait avec éclat. Si vous vous étiez trouvé là, vous auriez vu le clair de lune étinceler sur une vieille souche et sur un bloc de pierre de grande taille. Mais en regardant plus attentivement, vous auriez commencé à penser que cette souche et cette pierre avaient toutes deux quelque chose de bizarre. Et bientôt, vous auriez trouvé que la souche ressemblait à s'y méprendre à un petit homme gras, recroquevillé sur le sol. Et, si vous aviez observé la scène suffisamment longtemps, vous auriez vu la souche marcher vers la grosse pierre. Et vous auriez vu la grosse pierre s'asseoir et se mettre à parler à la souche. Parce que, en réalité, la souche et la pierre étaient tout simplement le nain et la sorcière. Car une partie du pouvoir magique de la sorcière consistait à transformer l'apparence des choses. Il eut la présence d'esprit d'user de ce pouvoir, au moment précis où le couteau lui fut enlevé de la main. Elle n'avait pas lâché sa baguette. Donc, elle était restée intacte aussi. Lorsque les autres enfants s'éveillèrent, le matin suivant, ils avaient dormi sur des piles de coussins dans le pavillon. La première chose qu'ils apprirent par Madame Castor fut que leur frère avait été délivré et amené au camp, tard dans la nuit, qui se trouvait en ce moment avec Aslan. Dès qu'ils eurent fini le petit déjeuner, ils sortirent tous, et ils virent Aslan et Edmund qui marchaient ensemble, dans l'herbe humide de rosée, à l'écart du reste de la cour. Ce n'est pas la peine de vous rapporter les paroles d'Aslan. Et du reste, personne ne les entendit. Mais ce fut une conversation qu'Edmund n'oublia jamais. Comme les autres approchaient, le lion se tourna vers eux pour les accueillir. Et il amena Edmund avec lui. « Voici votre frère, dit-il, et il est inutile de lui parler du passé. » Edmund serra la main de chacun de ses frères et sœurs, et à chacun il dit « Je suis désolé. » Et tous lui répondirent « C'est oublié. » Et puis chacun voulut, de tout son cœur, dire quelque chose qui signifierait clairement qu'il était de nouveau ami avec lui. Quelque chose de simple, naturel. Et bien entendu, personne ne trouva rien à dire. Cependant, avant qu'ils eurent le temps de se sentir vraiment gênés, l'un des léopards s'approcha d'Aslan et dit « Sire, il y a un messager de l'ennemi qui sollicite une audience. »« Qu'il approche, » répondit Aslan. Le léopard s'éloigna et revint bientôt en conduisant le nain de la sorcière. « Quel est ton message, fils de la terre ?» demanda Aslan. « La reine de Narnia, impératrice des îles solitaires, désire un sauf-conduit pour venir s'entretenir avec vous d'une affaire qui vous intéresse autant qu'elle, » déclara le nain. « Reine de Narnia, vraiment !» s'exclama M. Castor. « Quel toupet !»« Paix, Castor, » dit Aslan. « Tous les titres seront bientôt rendus à leur vrai détenteur. En attendant, nous n'allons pas les contester. Dis à ta maîtresse, fils de la terre, que je lui accorde un sauf-conduit, à condition qu'elle laisse sa baguette derrière elle, près de ce grand chêne. » Cette exigence fut acceptée, et les deux léopards s'en retournèrent avec le nain, pour veiller à ce que les conditions soient exactement respectées.
change les deux léopards en pierre, chuchota Lucie à l'oreille de Peter. Je crois que les léopards eux-mêmes avaient eu cette idée. En tout cas, tandis qu'ils s'éloignaient, tous les poils de leur dos étaient hérissés, et leur queue arquée comme celle d'un chat quand ils voient un chien qu'ils ne connaissent pas. Tout ira bien, répondit Peter. Il ne les enverrait pas s'il y avait du danger. Quelques minutes plus tard, la sorcière apparut au sommet de la colline et marcha droit vers Aslan. Les trois enfants qui ne l'avaient encore jamais vu frissonnèrent des pieds à la tête en apercevant son visage. Il y eut des grondements sourds parmi les animaux présents. Et, bien que le soleil brillât, chacun eut soudain très froid. Les deux seules personnes présentes qui semblaient tout à fait à leur aise étaient Aslan et la sorcière elle-même. C'était absolument extraordinaire de voir ces deux visages. Le visage doré et le visage blanc comme la mort, si près l'un de l'autre. Mais la sorcière ne regardait pas Aslan droit dans les yeux. Madame Castor, notamment, le remarqua. « Vous avez un traître ici, Aslan, » déclara la sorcière. Bien entendu, chaque personne présente sut qu'elle désignait Edmund. Mais celui-ci avait cessé de penser à lui-même, après tout ce qu'il avait enduré, et surtout après la conversation qu'il avait eue ce matin. Il continua tout simplement à regarder Aslan, et ne parut pas s'émouvoir des paroles de la sorcière. « Eh bien, observa Aslan, ce n'est pas vous qui l'a offensé. »« Avez-vous oublié la puissante magie ?» demanda la sorcière. « Disons que je l'ai oublié, » répondit Aslan avec gravité. « Parlez-nous de cette magie. »« Vous en parlez !» cria la sorcière, d'une voix qui se fit soudain perçante. « Vous dire ce qui est écrit sur cette table de pierre dressée à côté de nous! Vous dire ce qui est entaillé en lettres aussi profondes qu'une lance est longue sur les pierres de feu de la colline secrète! Vous dire ce qui est gravé sur le sceptre de l'empereur d'au-delà des mers! Vous connaissez au moins la magie que l'empereur a établie à Narnia au commencement des temps. Vous savez que chaque traître m'appartient comme ma proie légale et que pour chaque trahison, j'ai le droit de tuer. Oh, dit M. Castor. C'est ainsi que vous en êtes arrivé à prendre pour une reine parce que vous étiez le bourreau de l'empereur. Je vois. P. Castor, répéta Aslan avec un grognement très étouffé. Pour cette raison, continua la sorcière, cette créature humaine m'appartient. Sa vie est un gage pour moi, son sang est ma propriété. Alors venez le prendre, gronda le taureau à tête d'homme de sa voix mugissante. Idiot, dit la sorcière avec un sourire féroce, qui était presque un grognement de hargne. Penses-tu vraiment que ton maître peut me dépouiller de mes droits par la simple force? Il connaît la puissante magie mieux que cela. Il sait que si je n'obtiens pas le sang, comme l'autorise la loi, tout Narnia sera mis sans dessus-dessous et périra par le feu et par l'eau. C'est parfaitement vrai, reconnut Aslan. Je ne le nie pas. Oh, Aslan, chuta Susan à l'oreille du lion. Ne pouvons-nous pas, je veux dire, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas agir envers la puissante magie? Y a-t-il pas quelque chose que vous puissiez faire opérer contre elle? Agir contre la magie de l'empereur, dit le lion, en se tournant vers elle avec, sur le visage, une expression qui ressemblait à un froncement de sourcils désapprobateur. Et plus personne n'osa jamais avancer cette suggestion. Edmund se trouvait de l'autre côté d'Aslan. Il ne quittait pas des yeux son visage. Il se sentait suffoqué par l'émotion et se demandait s'il devait dire quelque chose. Mais l'instant d'après, il comprit qu'il n'était pas supposé faire quoi que ce soit, si ce n'est attendre et obéir. « Reculez, vous tous, » ordonna Aslan. « Je vais parler seul à la sorcière. » Ils obéirent tous. Ce fut un moment terrible. Attendre dans l'incertitude, pendant que le lion et la sorcière parlaient ensemble, gravement et à voix basse.
Lucy chuchota. Edmund. Il se mit à pleurer. Peter tourna le dos aux autres et contempla la mer dans le lointain. Les castors se tenaient les pattes et gardaient leur tête baissée. Les centaures piaffaient avec inquiétude. Et puis finalement, chacun devint peu à peu parfaitement silencieux, si bien que l'on remarquait les bruits minuscules, comme le vol d'un bourdon, les chants d'oiseaux en bas, dans la forêt, ou le bruissement du vent à travers les feuilles. À la fin, ils entendirent la voix d'Aslan. « Vous pouvez tous revenir, leur dit-il. J'ai arrangé l'affaire. Il a renoncé à réclamer le sang de votre frère. » Partout sur la colline, il y eut un immense soupir. C'était comme si chacun avait retenu son souffle et qui s'était mis à respirer à nouveau. Puis, il s'éleva un murmure de paroles. La sorcière était en train de s'éloigner, avec une expression de joie cruelle sur le visage, lorsque, tout à coup, elle s'arrêta et demanda « Mais comment serais-je sûr que cette promesse sera tenue ?» rugit Aslan, en se levant à moitié de son trône. Et son immense gueule s'ouvrit de plus en plus grand, et son rugissement retentit de plus en plus fort. Et la sorcière, après être restée un instant abasourdie et bouche bée, releva ses jupes et se sauva littéralement à toutes jambes.